Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le grand dialogue de ce soir, qui est en partenariat avec le programme d'engagement civique, réfléchit sur les défis liés à l'accès aux services de santé quand on sait aujourd'hui que beaucoup de personnes dénoncent cette situation. Dans certaines localités, les habitants doivent parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Et c'est dans ce sens que certaines organisations se sont mobilisées pour défendre cette question qui est d'avoir accès à des services de santé et à une bonne qualité de santé. Et nos invités sont Madame Dolo Oumou Djombélé, représentante de Iamane, une ONG suisse, International Association for Maternal and Neonatal Health. J'espère que j'y arrive. Madame Kanouté Hawadoumbia, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Amidou Diarra, qui est membre de la FENASCOM. Je suis Mohamedou Touré et c'est parti. Le grand dialogue. Alors, Madame Dolo Oumou Djombélé, nous allons commencer avec vous. Vous êtes la représentante de Iamane. Aujourd'hui, quels sont les défis liés à l'accès aux services de santé au Mali? Et je remercie tout d'abord la Studio Tamani et nos partenaires FHI 360 et l'USAID. Donc ce débat est très important, parce que nous sommes une association qui travaille pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, donc dans différentes régions du Mali. Donc à Caille, nous menons un programme d'engagement civique de la population pour améliorer l'accès de la communauté aux services de santé. Donc dans ce cadre-là, les défis que nous avons relevés, c'est l'accès aux soins par certaines couches de notre société, en l'occurrence les personnes vulnérables, les handicapés. Donc certaines catégories de personnes n'ont pas accès comme il le faut aux services de santé à cause de leur vulnérabilité. Donc il y a cet aspect. Ensuite, il y a la disponibilité des services et la qualité des services qui sont disponibles, qui sont au niveau des structures de santé. Donc il y a également des difficultés par rapport au personnel. Donc nous travaillons sur le terrain, cela veut dire dans les villages, dans les communes. Donc nous avons des centres de santé communautaires où il n'y a pas de personnel qualifié. Enfin, entre griffes. Donc, dans les CESCOM, normalement, il devrait avoir une sage-femme, une infirmière obstétricienne, mais nous avons des CESCOM où il n'y a que le DTC, qui est technicien de santé, et la matrone. Donc, cela fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Madame Kanouté Hawadoumbia, vous êtes la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous, quels sont vos constats par rapport à ces défis? Bonjour tout le monde. Je commence par remercier Studio Tamani pour nous avoir reçus sur ce plateau. Je profite de la même occasion pour remercier aussi l'USAID qui a placé sa confiance en notre institution. Comme vous venez de le dire, les défis majeurs, surtout la première intervenante l'a dit, pour des couches vulnérables, et moi je parlerai ici des femmes et des enfants. Elle a dit, il y a le défi de l'offre et de la qualité des soins, il y a le défi de la gouvernance et il y a le défi de financement. Donc pour ceux qui connaissent la vulnérabilité de la femme, la santé tourne principalement autour de cette couche. Donc elle est vraiment une actrice incontournable de la santé. Et vu sa position, sa vulnérabilité, elle est confrontée à un certain nombre de problèmes. Comme elle l'a dit, d'abord, le problème d'information. Nous avons constaté qu'il y a un déficit de communication en matière de santé. Et aujourd'hui, nous voulons même que ce déficit soit analysé et le traduire même en offre de services.
Parce que plusieurs couches, notamment les femmes, ne sont pas du tout informées sur les problèmes de santé. Comme je l'ai dit, il y a la gouvernance. La gouvernance, comme je l'ai dit, la femme est une actrice incontournable. C'est pourquoi nous avons sollicité que dans le programme de développement socio-sanitaire, qu'il y ait une place de la femme au niveau de la santé communautaire. La FENASCOM est là. Je me réjouis. Ce n'est pas en termes de financement, mais c'est en termes de place prépondérante de cette couche par rapport à la santé au niveau de la famille. Donc, comme je l'ai également dit, c'est une couche vulnérable. Le financement est un problème. Elle a parlé de l'offre et la qualité des soins. Je me dis, bon, je ne suis pas une technicienne, je ne vais pas rentrer dans ce niveau précisément, mais je sais quand même qu'un malade, je veux dire que chaque prestataire doit être avant tout un agent social. Et quand on sait comment est-ce que les femmes et les enfants sont reçus dans nos centres de santé, vraiment ça pose un problème de santé. Donc c'est en fait, nous allons continuer pour plus tard, mais le financement et l'information, à mon avis, et la participation et la représentativité de la femme dans les organes de décision de santé constituent vraiment les défis majeurs que nous devons soulever. D'accord. Amidou Diarra, vous êtes de la FENASCOM, vous, quel est votre point de vue sur la situation? Bon, la situation, bon, elle est très vaste. Je commence d'abord par vous remercier et remercier vos partenaires aussi de nous avoir donné cette opportunité de dire notre point de vue sur les grands défis des problèmes de santé du Mali. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes la Fédération nationale des associations de santé communautaire. Et qui sait, c'est la politique sectorielle du Mali a confié la base de la pyramide sanitaire aux communautés. C'est à elles de s'organiser, c'est à elles de construire leur centre de santé, c'est à elles de les gérer. C'est à elles de les gérer. Maintenant, il y a beaucoup de défis au niveau de la santé. Madame l'a dit tantôt. Mais je suis à l'aise quand Madame parle de l'implication des femmes par rapport aux prises de décision de santé. Déjà, depuis 2008, la FENASCOM a fait une lettre circulaire à toutes les ASACO, à tous les démembrements, pour demander, c'était à l'époque 25% de chaque conseil d'administration, doter chaque conseil d'administration de femmes, à hauteur de 28% du bureau, 25% du bureau. Déjà, c'était depuis en 2008. Mais malheureusement, vous savez, les pesanteurs socioculturels font que, même si le bureau est ouvert, on ne trouve même pas de femmes pour combler ces vides. Quand nous avons compris ça, nous avons changé de fusil d'épaule, parce que nous savons que la femme est incontournable dans la prise en charge des problèmes de santé, des familles, des ménages. Donc nous avons commencé à initier les CFU, c'est-à-dire c'est des comités d'utilisation du CESCOM. Il y a le conseil d'administration, mais on a créé à côté de lui un comité uniquement composé de femmes qui connaissent les réalités des femmes, qui font la relation entre le CESCOM, les techniciens de santé et les femmes. Tu sais, où les femmes ont beaucoup de secrets. Donc vraiment, et partout où ça a été installé, alhamdoulilah, ça marche très fort. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en train de faire un conventionnement. Nous voulons voir le ministère de la promotion des femmes, justement, vraiment pour essayer de mettre ça à échelle partout. On a expérimenté et vraiment ça marche. Maintenant, ce qui concerne l'accès des populations aux soins de santé, parce que c'est ça le vrai problème. Le soin le plus proche possible, financièrement abordable, accessible, géographiquement accessible, c'est ça le grand défi de la FENASCOM. Et par rapport à ça, nous avons développé plein de stratégies. Mais il faut reconnaître que la FENASCOM ne bénéficie pas de l'attention et de l'appui. On va parler des stratégies et des difficultés, mais pour le moment, quels sont les problèmes? Le grand problème, c'est l'accessibilité financière des ménages aux soins de santé, l'accessibilité géographique aux soins de santé et la qualité des soins au niveau des structures de santé. Ça, c'est au niveau de la base. Au niveau de la couverture maladie, vous savez, il faut un tiers payant. C'est-à-dire que nous, dans nos pays pauvres, là, nous sommes obligés d'aller vers le tiers payant. Donc, l'AMO ne couvre que les fonctionnaires. C'est pourquoi la convention, c'est-à-dire que
la stratégie maladie, couverture maladie universelle, là, nous sommes vraiment aussi, ça aussi c'est une stratégie pour la prise en charge des indigents, de tout ce qui concerne de toutes les composantes de la communauté. L'offre de soins doit être possible pour tout le monde. L'argent ne doit pas être un frein. Voilà les grands défis que nous avons pour le moment. Madame Kanouté, vous avez parlé de gouvernance. Il vient de parler tout de suite de la position géographique des différents centres de santé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut remettre en cause cette gouvernance par rapport en matière de santé? Non, il ne s'agit pas de le remettre en cause, il s'agit de l'améliorer. Quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles? Bon, je prends le niveau de santé communautaire, comme il l'a dit. C'est vrai que dans leur texte est stipulé que la femme doit participer à 30%. Mais Bamako, aujourd'hui, la directrice que je représente, ce n'est pas une réalité. Il ne s'agit pas seulement de la participation, mais de la représentativité aussi aux organes de décision. Et c'est là où il y a un problème. Sinon, les femmes sont dans les organes de gestion, mais elles ne sont pas au niveau décisionnel. Et quand on sait qu'on n'est pas au niveau décisionnel, il est difficile de prendre ses préoccupations en compte. Donc c'est ça le défi majeur en matière de gouvernance. Sinon, il l'a compris, nous avons travaillé avec la FENASCOM, la FERASCOM. Comme il a parlé de l'initiative, nous pensons que sa mise à échelle aussi serait une bonne chose. Pourquoi nous, cette gouvernance, nous ne la plaçons pas sous un mandat de ressources, mais simplement c'est pour cerner la place même de la femme en matière de santé. Nous savons que nous disons chez nous que la femme c'est le soubassement de la famille. Dans la communauté, c'est la femme, la santé tourne autour de la femme. Que ce soit la prévention, que ce soit l'assainissement ou l'hygiène, ou bien même que ce soit les soins curatifs. Parce que quand l'enfant est malade, on fait appel à qui? À la femme. Quand le mari est malade, on fait appel à qui? À la femme. Et quand les autres membres de la famille sont malades, on fait appel à la femme. Donc c'est pourquoi nous voulons qu'elle soit au niveau décisionnel pour pouvoir parler de ces préoccupations qui vont tendre à améliorer vraiment l'offre de services. C'est seulement ça. D'accord. Madame Dolo Oumou-Diombélé, Madame Kanouté a parlé tout de suite de l'accueil réservé aux malades dans les différents centres de santé. Avez-vous constaté un problème à ce niveau? Oui, c'est un grand problème au niveau de nos structures de santé. Et c'est ce qui fait que certains clients, comme je le dis, les personnes qui viennent chercher les soins dans les structures de santé ne viennent pas. Elles préfèrent aller voir les tradithérapeutes ou se faire soigner autrement avec certaines personnes qui se disent infirmiers ou autres dans la communauté. Donc c'est un réel problème. Souvent, quand elles arrivent, soit le service n'y est pas ou les personnes chargées de les recevoir n'est pas. Donc c'est un réel problème. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup pour améliorer l'accueil au niveau des structures de santé. Parce que quand on vient dans un centre de santé, on veut être bien accueilli. Déjà, ça prend en partie la maladie. Quand tu es bien accueilli par le prestataire de santé, ça réduit de 40% la maladie. Mais quand tu viens et que tu le trouves absent ou que tu n'es pas bien accueilli, là, la maladie, c'est ce qui est moralement, tu es déjà à bas. Donc, ce qui fait que nous travaillons beaucoup pour améliorer l'accueil au niveau de nos structures de santé. En dehors de l'accueil aussi, il y a la disponibilité des produits au niveau des centres de santé. Donc, quand on est accueilli, on prescrit l'ordonnance maintenant. Est-ce qu'on peut avoir les produits de qualité, les produits qu'il faut pour les soins de la patiente? Donc, il y a cet aspect. Ensuite, il y a, et par rapport à la difficulté aussi, il y a les ressources financières. Oui, il y a des tarifs pour les prestations. Mais ce que nous constatons, peut-être, ce n'est pas le lieu certainement de le dire. Allez-y. Oui, mais c'est des problèmes. Hein. Nos populations n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge les frais de santé. Et si au niveau des structures,
si on constate qu'il y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des prix qui dépassent leurs moyens, donc ça c'est un problème. Donc il y a des dispositions à prendre pour qu'on puisse connaître qu'on puisse afficher la tarification de toutes les prestations dans un centre de santé. Même si la population n'est pas instruite, qu'on le mette dans les autres langues. Là, quand tu viens pour un soin, tu sais combien ça coûte avant de quitter la maison. Arriver au centre de santé pour une prestation de 10 000, de 1 000 francs, si on te demande de payer 10 000, tu n'as pas les ressources pour faire face à ça. Donc ça, c'est une corruption qui existe dans les centres de santé. Oui, ça... D'accord. Amidou Diarra, il y a certains qui dénoncent également le vol de médicaments dans certains centres de santé. Oui. Vous savez, notre rôle est très, très difficile. Non seulement c'est nous qui appuyons les ASACO pour vraiment pour que les soins soient offerts aux populations, mais aussi nous avons une mission de veille en tant que société civile. Et dans cette mission, j'avoue que ce que tu dis, c'est difficile à dire, mais c'est une réalité. Mais très souvent, c'est un peu rare au niveau des SESCOM. C'est-à-dire qu'au bas de l'échelle, c'est un peu rare parce que l'ASACO contrôle ce qu'il paye. Parce que le président de l'ASACO et le trésorier, ils amènent les médicaments et ils veillent. Mais à partir du district sanitaire, au niveau des hôpitaux, vraiment, c'est là où il y a le vrai problème. Et nous sommes en train de nous battre justement parce que ces conseils d'administration, on n'est pas dedans. Or, nous sommes quand même, nous devons veiller là-dessus. Comment le faire? C'est ça le vrai problème. Sinon, les vols de médicaments, c'est un peu minimisé au niveau du bas de l'échelle. Maintenant, par rapport à ce que madame a dit... Il y a certains malades même, au-delà des médicaments qui sont stockés, qui sont volés, certains malades qui achètent leurs médicaments et ceux qui sont à côté d'eux dénoncent le fait que parfois ils viennent trouver que les médicaments ont disparu. Mais moi, personnellement, j'ai été victime de ça. J'ai même été victime de ça. J'ai amené ma fille malade à l'hôpital. Je ne dirais pas lequel. Nous sommes de vieilles personnes, quelques minutes assis, on a besoin d'aller se soulager. Mais avant mon retour, le médicament a disparu. Moi-même, je suis témoin de ça. Donc, c'est très, très fréquent. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau, lors de la table ronde, on en a beaucoup débattu. Les professionnels de santé, les techniciens de santé, les utilisateurs, les consommateurs, tout le monde était là, on a beaucoup débattu et on a pris des mesures pour essayer de minimiser vraiment ces choses-là. Maintenant, ce que madame a dit, par rapport à l'accueil, au niveau de l'accueil, au niveau des structures, enfin du prix plutôt, je crois qu'il faut qu'on s'informe. La politique de santé du Mali, les communautés sont impliquées justement, c'est pour l'accessibilité financière. C'est-à-dire, les prix au niveau des SESCOM sont fixés par la population elle-même. Au niveau des SESCOM, mais je dis bien. Dans un SESCOM, difficilement la consultation peut dépasser 600 000 francs. 600 francs. 600 francs, c'est ça. Les adhérents, généralement, c'est 300 francs. Ceux qui prennent la carte annuelle de 1000 francs là. Chaque fois qu'ils tombent malades, la consultation, c'est 300 francs. Mais les non-adhérents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris de carte, très généralement, la consultation, c'est 600 francs. Ça, c'est au bas de l'échelle. C'est pour dire à madame que ça, l'activité financière, c'est notre combat. Et nous, quand nous constatons, même si nous apprenons une fois qu'il y a quelqu'un qui fait plus que ça, on interpelle. Et on est très violent, on est très intransigeant là-dessus. Mais par rapport aux médicaments... Elle existe ou pas, cette corruption au niveau du prix? Au niveau SESCOM, je n'ai pas appris d'abord. Peut-être après le studio, je vais la voir pour qu'elle me dise où on peut... Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de chercher ça. Parce que la gouvernance, là, ça commence par nous-mêmes, d'abord. Pour veiller, là, il faut que toi-même, tu sois correct. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. J'ai parlé de l'accessibilité de la communauté aux soins au niveau des SESCOM. J'ai parlé aussi de l'accessibilité financière de la population. Parce que ce sont les associations de santé communautaire qui fixent les prix. Oui, en assemblée. Et maintenant, les prix ne sont pas uniformes. Parce que c'est des ressources, ainsi que l'association, l'ASACO, régénère des fonds.
Voilà, donc chaque association de santé communautaire, avec sa communauté, décide les tarifs. Voilà. Mais souvent, il arrive que les prix fixés, chaque association a son tarif. Nous travaillons dans la région de Ségou et nous appuyons beaucoup les associations de santé communautaire. Dernièrement, nous avons organisé une formation sur leur rôle et responsabilités et le problème a été souligné. Ah, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, je comprends. Voilà, vous comprenez. D'accord. Madame Kanouté, oui. Donc, moi, elle vient de donner les principaux défis dans l'offre, dans la qualité, d'abord l'accueil. Moi, je parlerai de l'accueil. Comme elle l'a dit, ça décourage beaucoup de femmes à aller vers les centres de santé. C'est pourquoi j'ai dit dans la première intervention qu'un prestataire doit être d'abord un agent social. Elle l'a développé. Donc, c'est très important. Nous allons faire cet appel. Je ne dis pas, la responsabilité est partagée. Et donc, nous allons demander vraiment aux prestataires de soins d'en tenir compte. Et que c'est un problème de non-fréquentation en général des femmes des structures de santé. La qualité des soins, c'est très important parce que je n'ai pas parlé avec les défis. Il y a l'analphabétisme aussi de cette couche. Parce que lorsque, en général, on n'est pas informé, on ne peut pas lire entre les lignes, il se pose un problème d'orientation. Et ce problème d'orientation décourage aussi les femmes à aller. Parce que lorsque tu n'es pas informé, tu n'es pas orienté, donc finalement, de service en service, donc les usagers peuvent être découragés à fréquenter les services de santé. Elle a parlé de l'accessibilité financière. Moi, je voudrais une chose. C'est en 2015... que le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a vraiment adhéré le PRODES, le programme de développement socio-sanitaire. Nous, on n'est pas prestataire de services, mais nous avons un rôle important à jouer. Quel est ce rôle? C'est ce rôle de communication, d'information. Parce qu'on parle des usagers qui viennent au centre de santé, mais ceux qui ne viennent pas, qui peut les informer? C'est le grand défi. Parce que quand on admet, on vient déjà dans un centre de santé, ça veut dire que tu es acquis à la cause de la santé. Mais ceux qui ne viennent pas à la santé, c'est le grand défi et c'est ça le rôle. Pourquoi ils ne partent pas? Est-ce que c'est à cause du prix qui est élevé, la mauvaise qualité de l'offre ou l'accueil? C'est ce qu'elle vient de dire. Il y a un ensemble. Il y a l'accueil, il y a l'accessibilité financière, il y a la mauvaise information. Il y a les préjugés sur les praticiens. Donc tout cet ensemble fait qu'il y a certains usagers, notamment les femmes, sont hostiles à aller vers les centres de santé. Donc il faudrait les informer et donner la bonne information, mais pas dans la structure de santé, mais en dehors même de la structure de santé. Et c'est ça le rôle du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, donner la bonne information, mais aussi donner le coût. Elle a dit c'est très important. J'avais suggéré depuis longtemps le coût des prestations. Lorsque les femmes le savent à l'avance, lorsque les familles le savent à l'avance, ça peut les encourager à venir vers les services de santé. Donc moi je pense que le défi majeur c'est vraiment la communication. La communication à l'intérieur des structures, mais la communication aussi à l'extérieur des structures. Donc c'est ça le problème majeur pour moi. Amidou Diarra, qu'est-ce qui explique tous ces défis liés à l'accès aux services de santé? Moi, je vais tenter de parler sur 3 aspects. D'abord, l'organisation même de la santé au Mali devrait faire en sorte, devrait permettre la levée de tous ces goulots. Vous savez, une aire de santé, le Mali est divisé en 4 sanitaires. Donc, partout, 1 cm² du territoire national est dans une aire de santé. Une aire de santé est dotée d'une association de santé communautaire qui crée un centre de santé. Dans une aire de santé, l'ensemble des villages qui constituent l'aire de santé
chacun a un délégué dans le conseil d'administration. C'est pour la communication dont elle a parlé. C'est pour véhiculer les messages. Donc, en principe, si ces associations sont appuyées, tout ce qu'elles viennent de dire peuvent avoir leur solution. Nous avons beaucoup d'ONG qui travaillent sur le terrain. Si ces ONG mettaient dans leur pipeline, là où j'interviens, c'est à travers l'aire de santé, je crois que les choses pourront être très faciles. La deuxième chose, c'est l'accueil. Nous avons l'accueil, c'est les techniciens de santé. C'est le DTC, le personnel de santé qui est là. Mais comme vous l'avez constaté, nous aussi, nous avons remarqué le mauvais accueil. Parce que nous, ça nous gêne. Parce que quand il y a le mauvais accueil, la fréquentation souffre. Et quand il n'y a pas de fréquentation, le recouvrement de coûts qui doit faire fonctionner le CESCOM, il n'y a pas de recouvrement de coûts. Donc tout est foutu. C'est pour cette raison, moi, j'ai quand même été surpris de ça. Nous, le programme APEJ, là, on nous a envoyé un contingent. Donc nous, on a demandé au ministère de l'Emploi là, de nous aider à les former en agents d'accueil au niveau des structures de santé. C'est des jeunes qui chôment. Un an, ils sont pris en charge par l'État, mais après, ils vont encore chômer. J'ai dit, si nous faisons ça, ça va accroître leur employabilité. Parce que nous en avons besoin. Parce qu'on peut être formé en tant que technicien de santé, mais on n'est pas formé en accueil. L'accueil, c'est autre chose là. Donc on a voulu former, mais il ne nous a pas répondu. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec les deux dames que l'accueil est un grand défi pour tout le monde. Et que vraiment, on doit s'attaquer sérieusement à ce problème. Le troisième que je voulais dire, c'est les soins essentiels dans la communauté, toujours par rapport à l'accessibilité. Le Mali a adopté, depuis 2009, nous sommes à ça, les soins essentiels dans la communauté, c'est-à-dire que c'est de recruter des agents de santé qu'on met dans les villages, en dessous du CESCOM. C'est-à-dire que le CESCOM est là, mais comme le CESCOM n'est pas dans les villages, on place des agents dans les villages. C'est justement pour améliorer non seulement la communication, mais la surveillance épidémiologique et aussi pour permettre, parce que ces agents ont comme mandat, ils peuvent rentrer famille par famille, ils peuvent donner des conseils, ils sont les plus proches possibles. Tout ça, c'est pour réduire un peu, enfin, le manque de communication là. Donc, c'était ces trois volets que je voudrais développer et nous sommes très avancés là-dessus. Alors, pourquoi tous ces trois volets qu'il vient de citer, il y a des problèmes à ce niveau? Par exemple, les agents de santé qui doivent être au niveau des villages pour accompagner les populations. Je crois, comme il a expliqué, dans les villages, il y a les délégués des associations de santé communautaire. Les agents de santé sont au niveau des CESCOM, mais ils organisent aussi des stratégies avancées. Ils vont dans les villages pour consulter les femmes enceintes, pour faire la vaccination. C'est ça la stratégie avancée. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, ONG, nous travaillons étroitement avec les relais communautaires et les AEC, les agents de santé communautaire. Justement des agents de santé. Voilà, nous travaillons beaucoup avec les agents de santé communautaire parce qu'eux, ils font un travail dans le village. Voilà. Donc, nous travaillons avec eux et nous mettons un accent particulier sur la communication, sur l'accueil. Parce que nous travaillons à amener les femmes au centre de santé. Si arrivées au centre de santé, les femmes sont confrontées aux problèmes d'accueil. Donc, elles nous reviennent. Ouais. Elles viennent, voilà, vous nous demandez d'aller vers les centres pour la CPN, pour l'accouchement. Voilà, j'ai été pour accoucher. La matrone dit que ce n'est pas le moment d'aller à la maison. Et dans le carré suivant, elle a accouché dans la rue. On a vu des cas. Donc, nous travaillons et nous faisons remonter les difficultés au niveau du CESCOM. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau, nous allons au premier niveau, le centre de santé de référence. Et s'il le faut, même à la direction régionale de la santé, mais le cas ne nous est pas parvenu d'abord. Donc, parce que nous voulons que la communauté ait accès aux services. Nous accompagnons les associations de santé communautaire. Il faut le dire également, ces membres de ces associations de santé communautaire-là n'assument pas leur rôle et responsabilité. Et là, moi, en tout cas, je l'explique par le fait que la plupart les membres sont analphabètes. Donc, ce sont des personnes qui ont été cooptées, qui ne sont pas engagées et qui ne comprennent pas souvent, pas dans tous les cas, mais souvent pourquoi je suis membre d'association de santé communautaire. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire?
quel doit être mon comportement auprès de la communauté. Parce que l'information, c'est tous les acteurs qui doivent être impliqués dans le système. Mais si à un niveau, nous travaillons pour faire le changement de comportement par rapport au personnel de santé, par rapport à la communauté, comme Madame l'a dit tantôt, il y a des préjugés également qui empêchent certaines femmes d'aller faire la CPN. Donc nous travaillons dans ce sens-là, mais arriver au niveau du centre, l'accueil n'y est pas, ça c'est un problème. D'accord. Donc, Madame Kanouté Awadoumbia, où se situent les responsabilités? Bon, les responsabilités sont partagées, comme elle vient de le dire. Il y a des responsabilités au niveau des prestataires. Il y a aussi des responsabilités au niveau des usagers. Donc c'est une responsabilité vraiment partagée. Et au niveau de l'État? Bon, l'État, ça c'est sûr. Quand on dit des prestataires, ça ne peut pas aller sans l'État. Les prestataires sont des agents de l'État. Donc on ne peut pas exclure l'État à travers certains prestataires. Je ne peux pas dire que le tableau est complètement noir, mais dans une commission, il faut toujours s'attendre à des, comme on le dit, entre guillemets, des brebis galeuses. Et comme il a dit lors de la table ronde, et en fait, c'est de diagnostiquer, mais il faut poursuivre et sanctionner ceux qui ne font pas honneur à la santé. Parce que la santé, elle est très importante. C'est vraiment un facteur de développement. Nous devons le percevoir comme ceci. Donc, les brebis galeuses, entre guillemets, doivent être sanctionnées. Donc, pour que nous puissions améliorer vraiment la qualité de service offert au niveau de la santé. Bon, à tous les services d'ailleurs. D'accord. Monsieur Diarra, selon certains observateurs, la crise sociopolitique et humanitaire a beaucoup pesé sur les structures de santé au Mali. Est-ce le cas? Oui, ça notamment les structures de santé au nord. Mais je voudrais, avant d'aborder cette question, donner une précision. Allez-y. Madame a parlé de la gouvernance au niveau des ASACO. Certains responsables d'ASACO ne sont pas à même d'assumer leur rôle. Je veux l'appuyer en disant que le problème de santé au Mali, en Afrique ici, tous les pays, en tout cas de la CEDEAO, sont venus prendre exemple ici. Sur le la Mali. Politique de santé du Mali, tous les pays frontaliers, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons été amenés à participer à des œuvres hors du continent pour partager l'expérience malienne. Ça veut dire que la politique de santé du Mali, vraiment, est sans faute. Mais quel est le problème? Les communautés, vous demandez aux communautés de s'organiser. Les gens sont élus sur la base de confiance et non sur la base de compétence. Parce qu'en milieu communautaire, c'est ça la confiance. Les gens ont confiance en toi, on te confie une responsabilité. Mais l'État s'est engagé à les encadrer, à les former. Quelqu'un, un cultivateur, un pêcheur, tu vas l'élire, on a confiance en lui. Tu lui confies un thème aussi puissant que la santé. Tu ne le suis pas, tu ne le formes pas. Mais là, ça ne va pas. Donc c'est pour cette raison qu'au niveau de la table ronde, les mots ont été diagnostiqués. Certes, nous reconnaissons qu'il y a des lacunes. Et il faut corriger ces lacunes-là. En quoi faisant? En les encadrant, en les formant, en les orientant, en les suivant. Point. Je crois qu'à ce niveau, je crois que l'État a compris ce langage-là. Et je crois qu'on est en train d'aller vers ça. Maintenant, ce qui concerne votre question, pendant la crise, en 2012, la FENASCOM a été la première structure à aller vers le nord. Nous avons fait des quêtes de médicaments. Nous avons été à Mopti et nous avons été accueillis par des délégations du nord, ce qu'on appelait des rebelles. À l'époque, c'est les logos de la FENASCOM qui pouvaient traverser Kidal, tout le nord. Parce que dans tout le nord, nous avons la présidente de Gao, c'est une dame d'ailleurs. Madame, vous disiez que les femmes, Sikasso, la présidente régionale de la FENASCOM, c'est une dame. À Gao, c'est la même chose. Donc je pense qu'à Mopti, c'est la même chose, c'est tous des dames. Donc pendant la crise, la FENASCOM a joué son rôle. Et jusqu'à présent, partout où l'État n'est pas, c'est la FENASCOM qui va faire vacciner les populations, jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, par rapport à cet aspect-là, et je veux dire qu'il y a quand même une baisse de certains indicateurs depuis 2015. Depuis, à partir de 2000, des événements, nous avons constaté dans certaines de nos zones qu'il y a eu une baisse des indicateurs des services. Par exemple, la CPN, l'accouchement, la planification familiale. Bon, moi je dis que certainement c'est lié au fait que certains de nos partenaires ont arrêté ou suspendu leur intervention. Donc ça fait que les taux ont beaucoup baissé. En tout cas, de 2014 jusqu'à cette année, on a constaté une baisse des indicateurs. D'accord, justement. Voilà. Où est-ce qu'on a beaucoup plus de problèmes, notamment? Est-ce que c'est au niveau de l'accouchement? Est-ce que c'est au niveau du traitement de certaines maladies? Où est-ce qu'on a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui? En tout cas, c'est surtout tous les indicateurs par rapport à la consultation prénatale, par rapport à l'accouchement également, dans certaines zones où certains personnels sont partis. Donc l'accouchement se fait beaucoup plus par les accoucheuses traditionnelles. Donc, non, pas au nord, au sud. Au sud. Donc les femmes ne vont pas au centre de santé. Donc beaucoup font, les femmes font la CPN, les 4 CPN, mais elles ne vont pas accoucher au centre de santé. Elles accouchent à la maison, peut-être assistée par une accoucheuse traditionnelle. Maintenant, avec l'intervention de d'autres organisations financées par l'USAID, par exemple la planification, à certains endroits, on constate une augmentation, mais dans beaucoup d'endroits, il y a une baisse du taux. D'accord. Est-ce que le problème Je voudrais faire une petite précision au nord, là. Vous savez, les partenaires ont intervenu au nord pendant la crise, à partir de 2012, 2013 vers 2014. La gratuité. Nous, on a un système qui marche sur le recouvrement de coûts. Il y a eu la crise et ils ont amené la stratégie de la gratuité. Maintenant, à l'époque, tous les partenaires s'étaient retirés. On a confié à la société civile. Les partenaires ont refusé de donner l'argent à l'État. Ils l'ont donné à la société civile qui faisait ces choses-là. Mais en même temps, ils sont venus avec la gratuité à partir de Mopti, là. De Mopti jusque dans tout ça là. Tout ça là, c'était la gratuité. Et immédiatement, vous habitez la population, ça, immédiatement vous coupez. Donc ça crée un problème. Vous voyez. Et pour le moment, le grand problème au nord d'accessibilité des soins de santé, comme Madame l'a dit, bon, il y a ces accouchements, mais il y a surtout l'accès à la vaccination, la prévention des maladies. Parce que nous, notre credo, c'est qu'il ne faut pas du tout tomber malade. Espérons que cela. Par rapport à la gouvernance, il a réagi. Il vient de dire qu'il y a des femmes à Sigasso, mais moi je suis sur la juridiction de Bamako. D'accord. Et à Bamako, il n'y a pas de présidente. Il y avait une seule présidente, mais aujourd'hui elle ne l'est plus. Et les indicateurs, nous avons la loi 052. Mais bien avant cette loi, et c'était dans les textes, les cahiers de charges des ASACO, les 30%. Donc, je profite de la présence de la FENASCOM. C'est un appel. Comme je l'ai dit, c'est une pertinence, la participation de la femme à ces organisations de santé communautaire. Donc, c'est pas Sigasso, c'est bon. Mais Bamako, je voudrais quand même que l'on puisse respecter cette loi. Non. Quelles sont les zones où il y a beaucoup plus de difficultés par rapport à l'accès aux services de santé au Mali? Bon, Bamako, contrairement aux autres villages, pour l'accessibilité aux services de santé, c'est un peu... Et il ne se pose pas beaucoup de problèmes dans le district, sauf dans les quartiers périphériques autour de Bamako, parce que les gens voient Bamako sur le centre. Mais aussi, il y a des quartiers périphériques qui sont assimilables à des villages. Justement, est-ce que tout n'est pas concentré à Bamako aussi? Bamako à tout prix. Oui. Même la disparité du personnel. Vous avez, je pense qu'on a sauté cette question. Allez-y. Bamako à tout prix. Mais comme elle l'a dit, c'est dans les brousses, c'est ces dames-là qui travaillent dans les champs qui ont besoin de sages-femmes, qui ont besoin d'infirmières obstétriciennes. Mais une sage-femme que l'État recrute aujourd'hui, que tu envoies à Mopti, ou bien que tu envoies dans une zone façon là, un mois après, il va vouloir rejoindre son mari. Et tout le monde est concentré à Bamako. Ce qui fait qu'en Brousse, il n'y a pas de sage-femme.
Pas du tout. Mais à Bamako, c'est des centaines, j'ai des centaines de sages-femmes ici qui n'ont rien à faire. Désœuvrés même. Donc, nous avons décrit ça lors de la table ronde. Vraiment, il faut redéployer le personnel. Ça a même été une des recommandations fortes que nous avons faites. Et quelles sont les zones qui en ont le plus besoin aujourd'hui? Prends une zone comme Tukoto, une zone comme Tukoto. Nous venons de faire une tournée à Yoroso, à San, dans le cercle de San, Tomia, Yoroso et vers Kayosi. Mais c'est pitoyable. Tu vois, dans ces SESCOM, à part le DTC, comme elle l'a dit, c'est-à-dire c'était pas bon que ça sorte de moi. Est-ce la désertification médicale? Aïwa, les journalistes, vous avez commencé. C'est pas la désertification médicale. Mais je veux dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on s'attaque à ce problème. Il faut arriver à redéployer. Premièrement, c'est ça la première recommandation. Redéployer le personnel de santé, notamment les sages-femmes et les infirmières obstétriciennes dans les zones vraiment où on a vraiment besoin. Deuxièmement, à renforcer la capacité de ces communautés-là, de ces Sasako, afin qu'elles-mêmes aient les moyens d'en recruter pour leur communauté. Je crois que c'est les deux recommandations que je vais faire. D'accord, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité pour parler des solutions, des propositions de solutions par rapport à cette question. On va commencer par vous, Madame Doulou. Voilà, merci. Donc nous, dans le cadre du programme engagement civique, donc nous avons prévu une série de stratégies. Donc il y a le renforcement de capacités par les différentes formations. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est la mise en place du partenariat, les groupes de travail, partenariat public-privé, où tous les acteurs se réunissent et on donne la possibilité aux communautés de surveiller, de contrôler le contrôle citoyen des services de l'État. Et à tous les niveaux, la direction régionale de la santé, les CCRF, les SESCOM. Donc pour voir la qualité des services qui sont offerts, est-ce que nous sommes satisfaits de ces services? Donc dans le cadre de ce partenariat, secteur privé et public-privé, tous les acteurs sont impliqués. Il y a les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les autres catégories de la communauté. Tout le monde est impliqué autour de cette table pour qu'on discute franchement et puis qu'on trouve des solutions aux problèmes d'accessibilité, de disponibilité et de la qualité des soins au niveau des services. D'accord. Madame Kanouté Awadoumbi, à vous. Comme je l'ai dit, nous sommes un service en amont même de la prestation de santé. C'est le changement social, le changement de comportement. Donc nous sommes plutôt dans la communication, la sensibilisation à l'endroit des usagers pour les emmener à utiliser les services de santé. C'est ça la promotion, c'est ce que j'ai dit. Nous n'offrons pas véritablement de services dans le système sanitaire. Ça, c'est le développement social ou le ministère de la Santé. Mais pour la promotion, c'est on travaille en amont. Nous venons de voir, le système ne peut pas marcher sans cette communication. Et c'est ce rôle que nous devons jouer. Et c'est ce que nous faisons dans le PRODES. Nous demandons à améliorer cette communication vers les couches qui n'ont pas accès aux services de santé pour les amener. Oui, d'accord. À vous, M. Amidou Diarra. 30 secondes. Oui, moi je lance seulement un appel à tous les départements de PRODES pour qu'ensemble, on essaie de faire de PRODES un outil de développement. Et cela en s'interappuyant. La société civile appuie l'État, que l'État aussi appuie la société civile pour relever tous les grands défis qui ont été souvent cités par madame, de mauvaise gouvernance, ceci, cela. Je pense qu'ensemble, on peut relever tous ces grands défis pour le bonheur des Maliens. D'accord, et merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat sur les défis liés à l'accès aux services de santé. Il s'agit d'un partenariat avec le programme d'engagement civique, un projet de l'USAID. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Fili Dambélé, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour le forum de la presse. Merci.
Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba.